Bonjour à tous. Euh, je vais être très heureux de vous parler des ateliers d'éducation thérapeutique qu'on a pu mettre en place à l'Hôtel Dieu. Euh, je vais d'abord parler de l'éducation thérapeutique en général, parce qu'il y en a aussi d'autres dans d'autres centres qui sont tout aussi intéressants. C'était l'idée aussi de vous parler voilà, d'éducation thérapeutique en général. Et après, je vais vous présenter un petit peu comment on fait à l'Hôtel Dieu avec les ateliers qu'on a créés tout récemment. Je vois qu'il est 10h40. Je ne sais pas si au niveau du temps, comment on se goupille. Ouais, la poisson 2, ouais. Ouais, ça. On va essayer de prendre un temps de questions à la fin pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Comme ça, je peux présenter tranquillement cela et puis après, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Euh, Donc, voilà, comme le professeur Léger l'a dit, donc moi je suis interne de neurologie et j'ai mis en place ces ateliers d'éducation thérapeutique à l'Hôtel Dieu avec l'aide d'Alexandre et de Caroline et de l'équipe en général. Et voilà, je les remercie beaucoup pour ça. Tout d'abord, comme je vous expliquais, j'aimerais vous parler de ce que c'est de l'éducation thérapeutique. Il s'avère que lorsqu'on est malade, on a une maladie qui est particulière et dont on aimerait avoir des informations. Il est très utile de mieux connaître sa maladie puisque ça permet de mieux gérer ses symptômes, de mieux comprendre pourquoi on prend des médicaments. Ça permet de mieux avoir du contrôle sur sa maladie, ne pas se sentir victime. Ça a beaucoup d'intérêt de comprendre ce qui se passe. Et même au niveau médical, ça permet de mieux prendre ses médicaments, ça permet de mieux gérer son rythme de vie. Et nous, on observe que ça permet d'être mieux soigné. Et donc, il y a beaucoup de maladies dans lesquelles il y a de l'éducation thérapeutique, dans laquelle on essaye d'apporter des informations aux patients pour qu'ils puissent avoir tous ces bénéfices. Il y a ces nombreuses maladies. Tout d'abord, ça a commencé principalement par les maladies très communes, comme par exemple le diabète, mais aussi l'hypertension artérielle. Par exemple, dans le diabète, il y a tous des ateliers d'éducation thérapeutique sur comment fonctionne le diabète, qu'est-ce que le diabète, et aussi la manière de prendre les insulines, par exemple pour les diabétiques. C'est pas toujours facile. Il y a aussi l'éducation thérapeutique dans l'asthme, où ils apprennent à gérer les inhalateurs, parce que c'est pas des médicaments faciles à prendre. Et vous voyez qu'en fait, dans ces différentes pathologies, les éducations thérapeutiques diffèrent. Par exemple, peut-être qu'effectivement, dans l'asthme et le diabète, ils vont aussi axer sur la prise des médicaments et des traitements. Mais par exemple, dans l'hypertension artérielle, ils vont davantage peut-être parler, mais qu'est-ce que c'est vraiment que l'hypertension artérielle? Quelles sont ses conséquences? Ça va motiver les gens à faire attention à leur mode de vie, à leur alimentation, par exemple. Vous voyez, ça dépend des pathologies. Et la narcolepsie et l'hypersomnie idiopathique sont des pathologies qui sont pas aussi fréquentes que c'est les pathologies dont je vous ai parlé juste avant, mais ce sont des pathologies dans lesquelles l'information est très importante. Et je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que vous avez besoin beaucoup qu'on vous apporte des informations. Souvent, les patients nous demandent en consultation d'être informés. Donc, c'était le but de mettre en place ces ateliers d'éducation thérapeutique. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est ce que je viens de vous dire, l'ETP, ça a pour l'éducation thérapeutique du patient, ETP, ça a pour but d'aider le patient à acquérir des connaissances et compétences pour le rendre plus autonome. Et en fait, en France, au-delà de juste expliquer des choses à des gens, eh bien, ils ont vraiment démocratisé la chose et ils l'ont même inscrit dans la loi. Il y a la loi HPST, alors c'est Hôpital, Patient, Santé, Territoire, c'est une loi de 2009 qui est assez connue et dans laquelle ils ont inscrit des articles et des arrêtés disant que l'éducation thérapeutique doit pouvoir se passer de telle ou telle manière, ce qui a donné un cadre particulier. Donc, on ne peut pas faire de l'éducation thérapeutique n'importe comment. Alors, moi, je peux en faire en consultation, en expliquant les choses aux patients, mais si je veux le faire à l'hôpital de manière adéquate, eh bien, faut essayer de faire un programme qui est homologué par l'ARS pour obtenir des financements de l'ARS. Il faut que ce soit bien organisé, en fait, on va dire. Donc, il y a aussi des recommandations de la Haute Autorité de Santé, et on a donc une autorisation par l'ARS. Donc, tout ça, il y a un long processus de création, mais c'est pour vous proposer quelque chose qui permet que ce soit de qualité. Euh,
Alors, en France, donc la Haute Autorité de Santé, c'est un organisme qui établit des recommandations pour bien faire les choses en médecine. Eh bien, ils ont défini 4 étapes de ce qu'est l'éducation thérapeutique. Comme ça vous montre un petit peu qu'est-ce que c'est vraiment que l'éducation thérapeutique. Tout d'abord, l'éducation thérapeutique, c'est important de se renseigner sur qu'est-ce que vous savez et vous ne savez pas. Quels sont les patients qui ont ces pathologies-là? Ça nous permet ensuite d'adapter ce qu'on va vous proposer. On va pas vous proposer quelque chose ex nihilo. On va pas juste vous dire, bah tiens, voilà, il faut apprendre ça. On va s'adapter à ce que vous êtes. C'est pas un cours magistral, ça va être quelque chose qui va être adapté à ce que vous êtes et à ce que vous faites. D'accord? À partir de ça, bah, on définit un programme. On dit, bah voilà, à partir de ce que vous êtes, on va définir un programme de ce qui va vous apporter. Ensuite, eh bien, on définit comment on va vous apporter les choses. Est-ce que ça va être, je sais pas, des explications avec micro comme ça? Est-ce que ça va être des petits jeux? Est-ce que ça va être des sondages? Est-ce que ça va être des quiz? Est-ce que ça va être des jeux de rôle? Et ensuite, eh bien, il y a une évaluation de tout ça. Notamment, nous, on essaie de voir si les patients ont appris des choses. Et les patients peuvent aussi évaluer les ateliers pour voir si ça leur apportait quelque chose. Et nous, par ailleurs, on pourra améliorer les ateliers. Donc ça, ça, c'est vraiment ces 4 étapes-là fonctionnent pour tous les ateliers de TP de toutes les maladies en France. Donc c'est le cadre qu'on utilisera aussi, notamment pour l'hypersonie et la narcolepsie. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que il est possible que plus tard, d'autres ateliers d'éducation thérapeutique soient mis en place dans d'autres centres. Moi, je vous parlais là aujourd'hui des ateliers qu'on a mis en place à l'Hôtel-Dieu, mais on ne pourra pas prendre en charge aussi tous les patients. Et vraiment, je pense que ça vaut le coup que d'autres centres aussi mettent en place ce type d'atelier. Donc voilà, si vous êtes pris en charge dans d'autres centres, n'hésitez pas à leur parler de ça et à se renseigner s'ils proposent ce genre de choses-là. Ça pourra être utile à la fois à vous, mais aussi à la structure qui pourra mettre en place des choses. En France, il n'y a pas encore beaucoup d'offres pour l'ETP en narcolepsie, l'hypersonie idiopathique. Il y a beaucoup de demandes de la part des patients, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. Nous, en consultation, on n'a souvent pas beaucoup de temps. Moi, j'aimerais bien expliquer tout ça aux patients. Malheureusement, les contraintes de temps m'en empêchent. Et donc, c'est pour ça que j'étais très heureux de mettre ça en place, finalement. Et pour vous donner une idée, en France, les principaux centres qui proposent actuellement de l'éducation thérapeutique en programme, comme je viens de vous présenter juste avant, c'est donc l'Hôtel-Dieu, la Pitié-Salpêtrière à Paris, il y a à Lyon, notamment pour les enfants. Je crois que les seuls ateliers pour les enfants, c'est à Lyon. Euh, et je crois qu'ils font aussi pour les adultes à Lyon, si je ne me trompe pas. Et il y a à Montpellier. Et ensuite, je n'ai pas connaissance d'autres ateliers, d'autres centres, mais il est possible qu'il y en ait d'autres. En tout cas, ils sont moins, voilà, c'est moins, ils ont moins fait part de cela. Donc, c'est pour ça, ouais, si vous êtes suivi dans ces centres-là, je vous encourage à vous intéresser à ce qu'ils font par rapport à ça. Et si vous êtes suivi par d'autres centres, vous pouvez essayer de les motiver, de les lancer pour essayer de faire des choses comme ça peut être utile. Il y a un projet à Bordeaux qui va être commencé, donc c'est une très bonne idée. Maintenant, voilà, je voulais en parler un peu de nous, comment on a fait à l'Hôtel-Dieu pour créer ces ateliers d'éducation thérapeutique. Ça a été le sujet de ma thèse de médecine. J'étais très heureux voilà, de pouvoir mettre en place ces ateliers. La problématique, notamment, je me suis posé la question quand j'ai voulu créer les ateliers, je me suis dit comment faire au mieux, qu'est-ce qu'il fallait utiliser comme méthode pédagogique pour vous apporter au mieux les choses. Donc voilà, j'ai une vraie réflexion scientifique sur comment apprendre au mieux les choses en éducation thérapeutique. Parce que classiquement, en éducation thérapeutique, dans beaucoup de maladies, il y a beaucoup de jeux et de jeux de rôle qui sont utilisés. Et c'est bien parce que ça permet d'être interactif, mais c'est pas non plus toujours parfait pour tout apprendre. Par exemple, vous n'avez pas à apprendre le fonctionnement de la narcolepsie seulement à travers des jeux. Des fois, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui vous explique les choses devant vous. Euh, et donc, voilà, je me suis posé vraiment ces questions qui peuvent d'ailleurs se poser dans tout type d'atelier d'éducation thérapeutique. Et donc pour cela, j'ai essayé de me poser la question, qu'est-ce que les patients attendent? Donc j'ai fait un sondage auprès des patients qui étaient pris en charge à l'Hôtel-Dieu. J'ai envoyé un sondage pour qu'ils puissent donner leurs attentes sur les méthodes pédagogiques à apporter et aussi les informations dont ils auraient besoin. Je vais passer rapidement, juste pour vous dire que donc j'ai envoyé un sondage aux patients du service. Il y avait 779 patients, donc 425 narcoleptiques et 354
hypersomniaques. Et on avait des patients qui étaient à peu près représentatifs de la population. Il y avait quand même beaucoup plus de femmes. En particulier, il y avait aussi des âges qui étaient à peu près dans les tranches d'âge classiques, mais c'était une sorte de courbe de Gauss. Et au niveau de l'ancienneté des maladies, on avait à peu près les différents types d'ancienneté qui étaient représentés. Et les attentes en termes de contenu, alors ça c'est un graphique compliqué, mais juste pour vous dire que les chiffres là, plus ils sont élevés, plus c'était attendu, d'accord? Donc par exemple, les patients qui étaient interrogés attendaient beaucoup les informations sur l'activité actuelle de la recherche, sur la prise en charge non médicamenteuse, notamment l'hygiène de vie, et sur les connaissances de maladie. Et apparemment, ils attendaient peut-être un peu moins, mais ils attendaient quand même euh, les rôles des acteurs de santé dans la prise en charge, MDPH, médecin généraliste, médecin spécialiste, centre expert, médecin du travail. Parler des maladies à ses familles, ses collègues, ses proches, mais aussi la contraception, grossesse et fertilité. Ça peut être un biais puisque les hommes peut-être s'intéressent un peu moins au sujet. Voilà. Ça, c'est pour vous donner une idée hein, des résultats du sondage. Peut-être que certains d'entre vous y ont répondu. Et en termes de méthode pédagogique, les patients interrogés attendaient beaucoup les discussions avec un patient expert, des patients qui connaissent bien leur maladie et qui peuvent donner un témoignage. Les documents écrits, fiches résumées des ateliers, brochures, mais aussi des diaporamas structurés pour rapport d'information. Et peut-être qu'ils attendaient un peu moins, mais ils attendaient quand même aussi des simulations mises en situation, des quiz et jeux interactifs avec l'utilisation d'objets. Donc, à partir de ça, eh bien, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter? Donc, on a défini les objectifs de ce qui peut être intéressant de leur apporter. Et à partir de ça, on les a découpés en 6 séances de 2 heures chacune à peu près pour apporter ces informations-là. Je vais les détailler après, donc je ne vais pas les citer ici. Euh, et ensuite, à partir de ça, eh ben, je me suis posé la question de comment apporter ces informations-là. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire des diaporamas, est-ce qu'il veut faire des jeux, etc. Évidemment, si pour savoir parler de la maladie à vos proches, on ne va pas faire un cours magistral. Ce n'est pas ça qui va vous aider. Par contre, peut-être des jeux de rôle, c'est plus adapté. À l'inverse, pour parler des différents médicaments qui existent, c'est bien peut-être de faire un petit jeu au début, histoire de se poser des questions, d'éveiller la curiosité, mais ensuite, c'est bien aussi d'apporter des informations, peut-être par un diaporama ou autre. En tout cas, c'est ce qui ressentait à peu près du sondage. Voilà, on s'est posé ces questions-là. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous apporter? Évidemment, après, ça peut être amélioré selon les retours. Et voilà. J'ai ensuite pris en compte des effets compliqués de sciences cognitives pour essayer d'optimiser les choses. J'aimerais maintenant passer un peu plus de temps aussi sur le programme des ateliers, voilà, pour que vous sachiez maintenant voilà, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont ces 6 séances-là. Voici donc un tableau où il y a beaucoup de choses dessus. Je vais peut-être zoomer un peu plus en fonction. Oui. Je réponds à une question. En fait, les conférences sont enregistrées. Du coup, vous allez pouvoir y réaccéder sur un lien Zoom. Voilà, pour éviter de prendre tout en note. Merci. Oui, merci. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout en note, hein. Vous pourrez retrouver ceci après si vous souhaitez. Ne soyez pas stressé par rapport à la prise de notes. Euh, donc là, ça montre les différentes séances qui existent. Donc, est-ce que vous arrivez potentiellement à lire ou est-ce que vous voulez que je zoome? Alors, je peux zoomer un petit peu. Je vais essayer de me débrouiller. C'est peut-être mieux comme ça? Ok. Donc, vous voyez, en fait, là, j'ai mis chaque ligne est une séance différente. Donc, tout d'abord, les patients qui sont inclus dans les ateliers Hôtel Dieu, mais ils ont droit à ce que s'appelle un bilan éducatif personnalisé. L'idée, c'est de voir quels sont les besoins, quels sont ces patients-là, et comment personnaliser ce cycle d'atelier à ces patients-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a créé les ateliers, je me suis posé la question du type de patient et de qu'est-ce qui était utile de vous apporter. Mais ensuite, à chaque cycle d'atelier, eh bien, je personnalise encore plus à les dizaines, douzaines de patients que nous avons devant nous. Donc, on cherche à vous connaître pour mieux adapter les ateliers. D'accord? Donc, pour vous donner une idée, essayer ça ressemble à ça, par exemple, le bilan indicatif de début.
Ça peut, voilà, on vous pose des questions comme ça, du type quel problème de santé avez-vous? Est-ce que c'est plutôt narcotype 1, narcotype 2, hypersemie idiopathique? Est-ce que vous arrivez à expliquer votre maladie du sommeil pour voir ce que vous en connaissez, pour voir ce que vous en avez compris? Qu'est-ce qui vous aide le plus actuellement quand votre pathologie du sommeil était débutée, quand votre pathologie du sommeil était diagnostiquée, etc. Il y a pas mal de questions comme ça, évidemment. Donc c'est un entretien avec quelqu'un devant vous. Hein, cette donnée, donc souvent c'était Caroline qui s'en occupait, mais on va voir pour la suite. En tout cas, l'idée c'est de pouvoir mieux vous connaître. D'accord? C'est un entretien en présentiel avec quelqu'un. Et à partir de ça, eh bien, on peut adapter et personnaliser les ateliers. D'accord? Pour vous donner une idée, pour l'instant, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait une dizaine de patients à peu près. Pour éviter que vous soyez trop nombreux, ce qui empêche les interactions. Les ateliers, c'est que ce soit interactif, que vous puissiez poser vos questions et que on puisse s'adapter à vous. C'est vraiment ça aussi l'idée des ateliers. Sinon, vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube, ce serait suffisant dans ce cas-là. Mais les ateliers, c'est vraiment pour permettre une interaction. Et ensuite, eh bien, vous avez différentes séances. Alors, juste pour vous montrer globalement, donc il y a 6 séances et après, vous avez un entretien de synthèse. Chaque séance est optionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'y aller ou ne pas y aller. C'est vous qui êtes maître de votre parcours. Vous pouvez tout à fait à chacune des séances. En tout cas, c'est à base du volontariat, dans l'idée que c'est pas l'école, d'accord? C'est vraiment pas l'école. C'est vous qui souhaitez apprendre des choses. C'est beaucoup mieux comme ça. Souvent, c'est beaucoup mieux pour la motivation. Ici, j'ai marqué différentes compétences qu'on visait. Ici, donc c'est toutes des séances collectives ici, sauf donc l'entretien de départ qui est individuel. Et les séances durent chacune à louche 2 heures. Et là, c'est les techniques pédagogiques qui sont utilisées. Alors, je vais zoomer un petit peu. La première séance, on parle de la compréhension de la maladie. Là, on parle de ce que c'est que la narcolepsie, l'hypersomnie idiopathique, notamment sur un plan médical, euh, et tout ce qui est, les causes, les symptômes et les traitements, on parlera sur les séances suivantes. Donc, ça vous explique un peu comment fonctionne la maladie, d'où elle vient, est-ce qu'on en connaît parfaitement les causes ou pas, comment ça fonctionne. Et à partir de ça, vous pouvez en déduire les symptômes. C'est-à-dire que les médecins, nous, on peut vous expliquer d'où viennent les symptômes à partir des mécanismes de la maladie. D'accord? Surtout pour la narcolepsie. Pour l'hypersomnie, encore un peu de mal à comprendre totalement bien comment ça fonctionne. C'est un peu plus compliqué là-dessus, l'hypersomnie idiopathique. Mais en tout cas, on peut déjà apporter quelques éléments. Donc cette séance, on va dire elle est assez fondamentale parce qu'elle permet de comprendre aussi après les effets possibles des médicaments, etc. Sur une deuxième séance, ça va être les traitements médicamenteux et prise en charge. Alors je précise que ces séances ne sont pas forcément toujours dans le même ordre, parce que de toute façon, vu que c'est optionnel, il n'y a pas forcément besoin que ce soit dans cet ordre-là. D'accord? Mais là, c'est un ordre indicatif. Sur une deuxième séance, on parle des traitements médicamenteux et de la prise en charge. Euh, En l'occurrence, il y a pas mal de médicaments qui sont utilisés pour ces maladies-là. Et c'est bien de savoir comment fonctionne un médicament, savoir comment un médicament est absorbé, comment il est éliminé. Et ça vous permet ensuite de savoir si j'oublie par exemple un médicament, si j'oublie une prise, comment je gère? Est-ce que je la reprends tout de suite? Est-ce que je saute la prise? Ça, c'est des questionnements qui peuvent se poser. Et ensuite, on peut parler des différents médicaments, leurs principaux effets indésirables, leurs mécanismes d'action. D'ailleurs, on peut déduire des effets indésirables des fois à partir d'un mécanisme d'action. Tout ça, ça vous permet de mieux sentir la chose, de mieux contrôler les choses. Vous n'êtes pas victime d'une molécule qu'on vous donne de l'extérieur, c'est vous qui comprenez ce qui se passe quand vous prenez le médicament. Donc ça, c'est une séance qui peut être présentée par des médecins, notamment qui se connaissent en termes de traitement médicamenteux. Là, il peut y avoir quelques petits jeux, par exemple, qu'est-ce que vous savez sur les médicaments? Est-ce que vous connaissez bien votre médicament? Etc. Sur je continue. Je pense que je vais pas utiliser les encadrés rouges, par contre, je vais continuer avec le zoom comme ça. On parle aussi, sur les séances suivantes, de la prise en charge non médicamenteuse. Il y a tout un panel de choses qui peuvent être faites qui ne sont pas des médicaments. Vous savez sans doute que la prise en charge des pathologies en médecine, ce n'est pas que des médicaments, malgré ce que beaucoup de Français croient. Quand on va chez le médecin, on peut très bien être traité sans prendre de médicaments. Et dans ces pathologies-là, je pense que vous le savez tous aussi bien que moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider, mais qui ne sont pas des médicaments. Et il ne faut pas les oublier parce que souvent, c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien
et qui ont peu d'effets indésirables. Par exemple, la gestion des siestes, pour les narcoleptiques notamment, la gestion de votre mode de vie, votre temps de repos, votre temps de travail, comment est-ce que vous gérez tout ça, votre alimentation, vous pouvez vous poser des questions par rapport à tous ces sujets-là. Cette séance peut être menée par notamment Annabelle, notre psychologue, hein, qui fait les séances de TCC aussi pour les patients qui sont insomniaques, mais il s'y connaît assez bien aussi sur tout ce qui est mode de vie aussi pour les patients qui sont hypersomniaques. Donc c'est Annabelle qui s'occupe actuellement de cette séance-là. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai expliqué. Donc là, il peut tout à fait y avoir des petits jeux, notamment, effectivement, ce qu'on proposait, c'était d'effectuer un agenda de sommeil pour voir un peu quelles sont les nuits des patients qu'on a devant nous et essayer de savoir refaire cet agenda du sommeil pour observer son sommeil et savoir mieux le gérer, par exemple. C'est un des exemples qu'on peut proposer. Le vécu et le ressenti de la maladie en 4, c'est une séance qui est un petit peu différente parce que cette fois-ci, elle va être plus introspective. Il me semblait important dans ce type de programme de proposer une séance où on puisse parler de choses qui soient plus personnelles et qui soient plus profondes, on va dire, et pas faire que apporter des informations. Là, c'est une séance où ça ressemble un peu à une table ronde où chacun peut parler de ses difficultés personnelles. Alors, évidemment, c'est en lien avec le schmilblick. Il faut que ça puisse avoir un lien et que les autres patients puissent faire un retour. Mais l'idée, c'est que il y a forcément des choses de votre vie sur lesquelles vous souhaiteriez être aidé par rapport à un narcolepsie ou l'hypertonie idiopathique, mais qui ne sont pas forcément pris en charge dans les séances autres. D'accord. Et comme ça, les différents autres patients peuvent rebondir et peuvent vous donner des informations, peuvent vous aider par rapport à ça. Ça permet aussi de fédérer un peu le groupe. Comme je ne l'ai pas encore expliqué, mais tout, un des gros points de l'éducation thérapeutique, c'est aussi que les patients puissent discuter entre eux, se connaître, voir qu'ils ne sont pas seuls. Comme là aussi, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Et ça permet aux patients peut-être des fois de faire un petit groupe WhatsApp, de discuter entre eux, de se faire des petits cafés ou des petits verres ensemble pour discuter de leurs difficultés. C'est très utile d'avoir ce réseau. D'accord. On parle aussi d'une séance hypersomnie famille et société en 5 là. C'est une séance sur laquelle on parle de choses diverses, notamment en lien par exemple avec la contraception, la grossesse, la fertilité, mais aussi à comment on parle de la pathologie à son conjoint ou bien à ses enfants ou à sa famille. Ce sont des questions très pratico-pratiques qui se posent et voilà, dont on parle dans cette séance. Pour cette séance, il y a aussi ouais, des petits jeux qui peuvent être faits sur le sujet. Et en 6, on parle des démarches administratives et du réseau de soins, notamment qu'est-ce que le rôle du médecin du sommeil par rapport à votre médecin traitant, quel rôle a la MDPH, comment tout ça, ça s'articule pour comprendre à qui vous adressez et surtout pour comprendre qui peut vous aider. Parce qu'on est là pour vous aider et c'est bien que vous soyez au courant, ça vous aide, vous soyez au courant des personnes qui peuvent vous aider. Voilà. Et ensuite, quel que soit l'ordre des ateliers précédents, il y a un entretien individuel de synthèse en présentiel, donc avec un des membres de l'équipe, pour faire le point sur qu'est-ce que vous avez appris, vos retours, et pour faire aussi le point sur quel est votre projet futur, comment pour la suite vous allez faire avancer les choses. Parce que le risque, c'est que vous ayez effectivement appris des choses, mais que ça ne perdure pas dans la suite de votre vie. Donc l'idée, c'est que ça puisse perdurer par la suite en mettant en place des choses durables. Voilà globalement pour le programme de nos ateliers. Les différents ateliers en France peuvent différer, hein, ça c'est notre programme à nous, mais les autres peuvent faire quelque chose d'un peu différent. Souvent, il y a à peu près les mêmes thèmes qui reviennent, hein. On n'a pas réinventé la poudre, mais voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qui peut exister. Pour donner une idée des retours des premiers ateliers, on a effectué, moi, en tout cas, j'avais participé à la réalisation des premiers cycles d'ateliers. Les patients étaient plutôt contents. Ils appréciaient le fait d'avoir des retours d'autres patients aussi. Ils appréciaient avoir les explications des intervenants. Ils appréciaient beaucoup avoir, on a aussi un patient expert qui vient voilà, pour donner son témoignage. En l'occurrence, ça plaît beaucoup.
Par contre, il y a aussi d'autres éléments voilà, qu'on prend en compte. On voyait qu'il y avait plusieurs personnes qui prévoyaient de venir, mais qui ne sont pas venues. Alors, la question du sommeil, peut-être ils ont du mal à se lever, c'est possible. D'ailleurs, une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que vous auriez plutôt faire ça le matin ou l'après-midi? Là, je vais avoir besoin de votre avis. Eh bien, on s'est posé aussi la question de la durée des ateliers, la durée des séances et la fréquence des séances. Peut-être que, est-ce que tu veux qu'on en parle tout de suite ou on en parle tout de suite ou bien peut-être qu'on peut en parler à la séance question-réponse après? Peut-être que je pose la question tout de suite. Est-ce que si par exemple je fais un sondage très rapide, si vous deviez, alors vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Donc je vais poser les trois questions hein, et vous levez la main, mais vous levez pas la main aux trois, d'accord? Ceux qui seraient plutôt pour le matin, levez la main. Ok. Ceux qui seraient plutôt pour l'après-midi, levez la main. C'est à peu près kiff-kiff, peut-être un peu plus l'après-midi. Et ceux qui seraient pour l'un ou l'autre, mais sans vraiment de préférence. Oui, ok. En l'occurrence, c'est difficile à dire hein, parce qu'on a un peu les deux. Je ne sais pas de l'extérieur ce que tu as eu comme impression. Euh, En fait, l'après-midi, comment? Il faudrait proposer les options. Ça nous ferait faire les ateliers deux fois, ce qui est à voir si ça peut se faire. En tout cas, c'est une question qu'on se pose. Si vous avez des idées, parlez-nous-en lors de la pause. Je suis preneur. Euh, le matin, je crois qu'on proposait 10 heures, je crois. Ouais. Effectivement, pour prendre en compte le temps de trajet si on n'est pas sur Paris même. C'est aussi une très bonne question. Tout à fait. C'est une vraie question qui est posée là. En l'occurrence, la narcolepsie et l'hypersomnie idiopathique sont deux pathologies différentes, même si des fois elles se recoupent un petit peu, notamment avec la narcolepsie type 2, hein, il y a un peu un continuum. Mais ce sont quand même des pathologies différentes avec des symptômes différents. Euh, mais il y a aussi quand même pas mal de similitudes. Donc nous, la question, c'est est-ce qu'on propose des ateliers différents pour les uns et différents pour les autres? C'était compliqué parce que, en l'occurrence, il n'y a pas non plus, au niveau logistique, c'est pas forcément facile de faire la différence comme ça entre les deux. Et en plus, je pense que pédagogiquement parlant, c'est très intéressant pour les patients hypersomniaques de connaître ce qui se passe du côté narcoleptique et les narcoleptiques de connaître ce qui se passe du côté des hypersomniaques. Donc je pense que ça vaut le coup de faire mélanger les deux, mais du coup, pour les horaires, c'est pas forcément ce qu'il y a plus pratique. Et, oui. Puis on est en train d'y réfléchir aussi. En l'occurrence, on fait plusieurs cycles, donc on peut essayer de trouver, se ménager un temps pour ça, mais effectivement, pour les personnes qui travaillent, c'est pas toujours facile. Si vous avez des idées, on est preneur, mais effectivement, c'est compliqué pour nous de mettre en place ça pour les personnes qui voilà, ont une vie très active. Et j'ai une question sur le distanciel présentiel. C'est une question qui peut se poser. Il y a des personnes qui habitent loin de Paris. En l'occurrence, l'éducation thérapeutique a une grosse plus-value à être en présentiel, puisque une grosse partie de l'intérêt des ateliers, c'est les interactions, les questions-réponses et l'effet de groupe qu'il y a entre les différentes personnes. Donc, le distanciel serait néfaste pour ces choses-là. D'autant plus que en distanciel, ça reviendrait à regarder un cours en vidéo, ce que vous pouvez aussi tout à fait faire par YouTube ou autre. Donc, en l'occurrence, je pense que le présentiel est, à mon avis, indispensable. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tous les ateliers d'éducation thérapeutique, à ma connaissance, que je connais. Tous pour même les autres pathologies, c'est quelque chose qui se fait en présentiel. On pourra continuer les questions plus tard, peut-être après pour la pause si vous souhaitez. Hop.